On s'est tous retrouvés, un jour ou l'autre, face à un mur. Le rejet. Un message qui reste sans réponse, une porte qui se ferme. Et la première impulsion, c'est souvent le bruit. On veut s'expliquer, crier, peut-être même supplier. Oui, Mais les sources qu'on examine aujourd'hui, elles proposent une voie radicalement différente. Presque contre-intuitive. totalement. Elles suggèrent que la réponse la plus puissante, la plus déstabilisante, c'est le silence. Un silence total et absolu. Et c'est là, en fait, que ça devient fascinant. On ne parle pas du silence de la défaite ou de la soumission. Non, c'est pas ça du tout. Non. On va explorer à travers le prisme de la philosophie stoïcienne que nos sources mettent en avant, comment une absence de réaction peut devenir un vrai acte de pouvoir. L'idée, c'est de décortiquer la psychologie de ce vide. D'accord. Comprendre comment, dans la dynamique d'une relation, l'absence peut finir par occuper plus de place et avoir plus de poids que n'importe quelle parole. D'accord. Plongeons là-dedans. Le point de départ de l'analyse, c'est une observation sur la personne qui rejette. Souvent, elle affiche une sorte d'indifférence, une froideur presque calculée. Oui, Et l'idée qui est avancée, c'est que cette indifférence, la plupart du temps, ce n'est qu'un masque. exactement. Pas un vrai désintérêt, mais une armure pour se protéger. C'est une façade pour masquer sa propre vulnérabilité, ou peut-être pour se convaincre elle-même que sa décision était la bonne. C'est là que la philosophie stoïcienne intervient. C'est ici que ça devient un outil d'analyse redoutable. Il y a cette vieille idée qu'on retrouve chez Épictète qui dit que les circonstances ne créent pas une personne, elles la révèlent. Elle la révèle, oui. Donc cette indifférence affichée, ce n'est pas une preuve de force de la part de l'autre, mais au contraire, ça révèle son incapacité ou son refus de faire face à ses propres émotions. Mais est-ce que c'est toujours un masque? On peut se dire que parfois l'indifférence, c'est juste de l'indifférence réelle. La personne est passée à autre chose et ne pense plus du tout à nous. C'est une excellente question. Et bien sûr, ce cas de figure existe. Mais ce que nos sources suggèrent, c'est que même dans ce cas, notre réaction ne devrait pas changer. Ah oui, Oui, le principe stoïcien fondamental reste le même. Concentrons-nous uniquement sur ce que nous contrôlons, et on ne contrôle absolument pas les sentiments de l'autre. c'est vrai. Qu'il porte un masque ou qu'il soit sincèrement indifférent, pour nous le résultat est identique. En répondant par le silence, on refuse d'entrer dans un jeu dont on ne maîtrise pas les règles, on refuse de donner à l'autre le pouvoir de valider ou d'invalider nos émotions. C'est paradoxal en fait. La réaction la plus forte, c'est de ne pas réagir. C'est ça. En ne disant rien, en n'essayant pas de percer cette armure, on laisse l'autre seul face à son propre reflet. C'est un peu comme être dans une pièce avec un miroir. C'est une analogie parfaite. Tant qu'on parle, l'autre peut se concentrer sur nous, sur nos mots. Dès qu'on se tait, il n'y a plus que son propre reflet à regarder. Voilà. On le force, entre guillemets, à s'asseoir avec les conséquences de ses propres actions, sans la distraction de notre colère ou de notre tristesse. Et ça renforce un autre pilier stoïcien, préserver notre monde intérieur. L'âme qui se teinte de la couleur de nos pensées. Exactement, Marc Aurèle. Si on passe notre temps à analyser l'indifférence de l'autre, à essayer de la combattre, on laisse le gris de son attitude déteindre sur nous. Choisir le silence, c'est choisir de protéger nos propres couleurs. C'est un acte d'hygiène mentale, quoi. D'accord, donc on choisit le silence, on se retire du jeu, on protège notre paix intérieure. Mais c'est difficile parce qu'on ne peut s'empêcher d'imaginer ce qui se passe dans la tête de l'autre. On s'imagine qu'il va finir par réaliser, par regretter. Est-ce que c'est de ça que les sources parlent ensuite? De ce fameux regret? Oui, et c'est le deuxième acte de ce drame psychologique. Le regret est décrit comme une sorte d'ombre, un écho intérieur qui finit tôt ou tard par se faire entendre chez la personne qui n'a pas su apprécier ce qu'elle avait. Et là aussi, la vision stoïcienne est particulière. Très. Du point de vue stoïcien, ce regret n'est pas notre problème. Ce n'est pas une charge que nous devons alléger, ni une victoire que nous devons savourer. C'est simplement son processus d'apprentissage à elle. C'est tellement contre-intuitif dans notre culture. On nous pousse constamment à communiquer, à tout régler par le dialogue, à obtenir des explications. Bien sûr. L'idée de laisser quelqu'un mariner dans son propre regret sans intervenir, ça semble presque cruel. Cruel ou alors profondément respectueux de son autonomie. En essayant d'intervenir, que ce soit pour le consoler ou même pour lui dire « je te l'avais bien dit », Ce qui est très tentant parfois. très tentant. Mais en faisant ça, on lui vole une occasion de grandir. Notre silence crée l'espace nécessaire pour que la réalité de la perte s'installe. C'est dans ce vide, dans l'absence de nos messages, de nos réactions, que l'autre est obligé de confronter la valeur de ce qui n'est plus là.
C'est un processus naturel, en somme. C'est ça, presque une forme de justice émotionnelle dont parlent les textes. Il y a une phrase dans le matériel source qui m'a vraiment interpellé. « Je me choisis moi-même avant leur regret ». C'est d'une puissance et d'un égoïsme apparent assez déroutant. Apparent, c'est le mot juste. En fait, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la délimitation. C'est dire ta prise de conscience t'appartient et ma paix intérieure m'appartient. D'accord. Il ne s'agit pas de souhaiter du mal à l'autre. Il s'agit de comprendre que la responsabilité de ses émotions lui incombe entièrement. On a tendance à vouloir jouer les sauveurs, à vouloir réparer les sentiments des autres. Souvent pour apaiser notre propre anxiété. Exactement. La discipline stoïcienne nous apprend à lâcher prise. Le regret de l'autre n'est pas un témoignage de notre valeur, c'est le témoignage de sa propre prise de conscience tardive. Et notre rôle, ce n'est pas d'être le spectateur de ça. Notre rôle est de continuer à avancer sur notre propre chemin. D'accord, donc pendant que l'autre est potentiellement en train de faire face à ses regrets, on ne reste pas les bras croisés à attendre. Ça m'amène à une autre question. Que fait-on de ce silence? Comment le rendre actif? Oui, Parce que l'analyse suggère que ce n'est pas une attente passive, c'est une stratégie. absolument. Et c'est là qu'on passe de la défense à l'attaque, si on peut dire, ou plutôt de la protection à la construction. Ah, Le silence devient un outil proactif de revalorisation. Le mécanisme psychologique est simple. Ce qui est rare et inaccessible prend de la valeur. En ne cherchant pas la validation, en ne quémandant pas l'attention, on envoie un message non verbal d'une puissance inouïe. lequel? Mon bien-être ne dépend pas de toi. On devient autosuffisant, on montre sans un mot qu'on est une personne complète par soi-même. Et ça, j'imagine, ça peut complètement changer la perception que l'autre a de nous. Ça peut, oui. La personne qui nous voyait comme acquis en demande nous découvre soudainement autonome et désirable d'une autre manière. C'est une conséquence très probable. Mais ce qui est crucial, et les sources insistent beaucoup là-dessus, c'est que ça ne doit pas être le but. C'est à la grosse nuance. C'est la nuance fondamentale. Si on utilise le silence comme une tactique de manipulation pour faire réagir l'autre, on est encore enchaîné à lui. On est encore dans le jeu. Le but véritable, c'est l'authentique reconstruction de soi. Le changement de perception de l'autre n'est qu'un effet secondaire, un bonus. Le vrai gain, c'est le changement de perception de soi-même. Voilà. Et comment on fait ça concrètement? Investir en soi, ça peut sonner un peu creux. Qu'est-ce que ça veut dire pendant cette période de silence? Ça veut dire rediriger toute l'énergie qu'on dépensait à penser à l'autre, à analyser ses mots, à anticiper ses réactions, et la réinvestir dans notre propre vie. C'est le moment de se poser des questions fondamentales. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux accomplir? Ce genre de choses? C'est ça. C'est le moment d'apprendre cette langue qu'on a toujours voulu parler, de se lancer dans ce projet créatif, de renouer avec des amis qu'on avait négligés. Chaque heure passée à construire sa propre vie est une heure où l'on ne donne pas de pouvoir à l'autre sur notre état émotionnel. Et chaque impulsion de contacter l'autre à laquelle on résiste est une petite victoire. C'est ça l'idée, c'est un entraînement. Un entraînement à la liberté intérieure. C'est décrit comme un véritable acte de courage. Parce que c'est facile en théorie, mais à 2 heures du matin, quand la solitude pèse et que la colère monte. Là, c'est autre chose. C'est là que le vrai travail se fait. Résister à l'envie d'envoyer ce message. Chaque fois qu'on y parvient, on renforce le respect de soi. On se prouve à soi-même que notre paix est plus importante que la satisfaction éphémère d'une réaction impulsive. Ce qui nous amène justement à ce point très pratique, cette mise en garde très concrète que les sources soulèvent. La tentation, non pas d'envoyer un message de réconciliation, Non. mais un message de colère. Un message désagréable, juste pour avoir le dernier mot. C'est l'un des pièges les plus courants et les plus destructeurs pour tout le processus. L'explication est simple, mais il faut vraiment l'intégrer. Même un message négatif est une forme d'attention. C'est un cadeau qu'on lui fait en quelque sorte. C'est exactement ça. En envoyant un message de reproche, on lui crie « Tu as encore du pouvoir sur moi. Ton absence me fait encore réagir. » On anéantit tout le travail de maîtrise de soi accompli. On lui redonne les clés. On lui redonne les clés de notre château intérieur, tout à fait. On lui prouve qu'il occupe encore une place centrale dans nos pensées. On valide son importance, même si c'est de manière négative. On brise le silence, et avec lui, on brise le pouvoir que ce silence commençait à créer. C'est ça. C'est comme si on avait construit une forteresse et qu'on décidait soudainement de lui donner le plan pour la faire sauter. Précisément. Rompre le silence, c'est abdiquer. La perspective stoïcienne est limpide là-dessus. Sénèque disait que la véritable force ne réside pas dans l'absence de passion, mais dans leur contrôle. Et là, c'est la démonstration ultime. C'est la démonstration ultime de cette force.
Résister à l'impulsion de réagir, c'est choisir la vertu de l'autodiscipline sur la satisfaction passagère d'un éclat. C'est un acte de libération finale qui nous sort définitivement du jeu émotionnel de l'autre. On n'est plus un pion sur son échiquier. On a quitté la partie. Voilà, on a quitté la partie. C'est fascinant de voir comment tout s'emboîte. Si on retrace notre parcours, on part d'une réaction presque instinctive, au rejet, le bruit, la confrontation, pour arriver à cette idée stoïcienne du silence. Oui, Un silence qui n'est pas une fuite, mais un outil. Il sert à démasquer la fausse indifférence de l'autre, à lui laisser la responsabilité de ses propres regrets, et surtout, il devient le terreau de notre propre reconstruction. c'est ça. On se réapproprie notre valeur, non pas en la criant, mais en la vivant, silencieusement. La synthèse finale, c'est que le silence dans ce contexte n'est pas une absence, mais une présence à soi-même. C'est un miroir dans lequel l'autre est forcé de se regarder, et un espace que l'on se donne pour grandir. C'est un filtre, en fait. C'est un filtre incroyablement efficace dans nos relations. Il révèle qui nous apprécie pour ce que nous sommes et qui nous appréciait pour ce qu'on pouvait leur apporter. C'est un acte de discipline qui a un bénéfice inestimable, la protection de notre paix intérieure et la certitude qu'on marche sur notre propre chemin. En se concentrant sur ce qui dépend de nous. Exactement, uniquement sur ce qui dépend de nous. Et ça laisse, avec une dernière pensée, une question pour aller plus loin. Tout ce qu'on a exploré aujourd'hui se concentre sur le rejet dans un cadre amoureux ou amical. Oui. Mais si ce retrait intentionnel, ce silence stratégique est un outil de clarification et de reconstruction si puissant dans nos vies personnelles, dans quelles autres arènes de notre existence pourrait-il être bénéfique ? Au travail, face à un projet qui stagne, ou à un management qui ne nous écoute pas ? Dans notre famille, face à des dynamiques toxiques répétitives ? Ou même dans notre propre processus créatif, quand on est bloqué ? Dans quelles autres situations une pause délibérée de la parole et de la réaction pourrait-elle nous apporter non pas le vide, mais une nouvelle force et une plus grande clarté ?